Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, bienvenue à ce cours Fonds de futé. Je me présente, je m'appelle Rima Huck, je suis avocate chez startups.ch. On va passer environ 1 heure et demie ensemble ce soir. À votre droite, normalement, vous avez l'écran et ensuite vous avez le chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Si vous avez des remarques, des commentaires, c'est un peu différent que quand on est tous en cours ensemble, mais là, vous avez aussi le moyen de participer directement. Juste si quelqu'un peut m'assurer que l'on m'entend, juste me mettre un OK. Parfait, super, merci, super. Ok, alors on peut commencer. Avant de commencer, il y a quelques éléments qu'on va devoir un peu déterminer. Quand vous allez fonder votre société, que vous allez vous inscrire au registre du commerce, il y a 2 éléments que le registre du commerce ne va pas examiner. Je ne vais pas moi non plus les examiner si vous décidez de le faire par startup, ce sera votre responsabilité. La première chose, c'est les autorisations dans le domaine d'activité que vous avez choisi. C'est-à-dire, si par exemple vous travaillez dans le domaine de la finance, c'est un domaine qui est réglementé. C'est un domaine où vous allez devoir obtenir des autorisations avant de pouvoir exercer dans votre activité. Vous pourrez tout à fait être inscrit au registre du commerce et par la suite ne pas avoir les autorisations pour exercer votre activité. C'est pareil dans le domaine de la restauration, il vous faudra une patente, etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les autorisations personnelles en ce qui concerne les autorisations de séjour. Est-ce que vous avez le droit de travailler en Suisse ou pas en tant qu'indépendant ou pas? Est-ce que vous avez le droit d'être salarié d'une entreprise en Suisse, etc. Quel type de permis vous avez? Tout ça, il faudra le voir directement avec les offices cantonaux de la population. Et c'est eux qui vous diront si vous pouvez exercer dans le domaine d'activité que vous souhaitez et si vous avez le droit de travailler en Suisse ou pas. Donc, en résumé, ces 2 éléments-là, donc domaine d'activité et puis autorisation de travail en Suisse, c'est des éléments qui ne sont pas vérifiés par le registre du commerce. Et si vous pouvez très bien avoir une société qui est inscrite et que par la suite, vous ne pouviez malheureusement pas exercer votre activité. Ça, c'est le premier élément. En ce qui concerne les slides que vous allez avoir ici, vous y aurez accès ensuite par email. Donc, vous pouvez prendre vraiment le temps d'écouter, de lire tranquillement, pas forcément prendre des notes à côté parce que vous aurez accès à toutes ces slides. On va directement attaquer sur le business plan. Donc, avant même d'inscrire votre société au registre du commerce, le premier élément à prendre en compte et le premier élément à faire, ce sera d'avoir un business plan. Le business plan, c'est vraiment la projection que vous allez faire par rapport à votre société. Quel sera, par exemple, le chiffre d'affaires dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir vous projeter. Bonjour, Madame Pellet. Vous venez d'arriver, je vais juste rapidement vous dire ce qui a été dit précédemment. Vous avez accès à ces slides par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à participer maintenant. Et puis, à la toute fin, on aura encore un moment pour poser des questions si vous avez des questions particulières pour vous. Donc, le business plan, vous allez faire des analyses financières de votre situation pour savoir comment est-ce que les finances vont se passer dans 1 an, dans 2 ans, etc. Quel est le produit que vous allez mettre en avant? Quel est le service que vous allez mettre en avant? Comment vous allez commercialiser ce produit? Quelles sont les personnes avec qui vous devez entrer en contact? Quels seront vos concurrents? Quels seront les obstacles à votre projet? Tous ces éléments-là, en principe, doivent figurer dans le business plan. Maintenant, ce business plan, comme son nom l'indique, c'est un plan. Ce n'est pas un élément qui sera vraiment conforme à la réalité. Et on dit toujours que le business plan ne résiste pas au premier client. C'est-à-dire que, au final, certaines personnes vont penser faire un certain chiffre d'affaires au bout d'1 an. Peut-être que ce chiffre d'affaires, en réalité, sera atteint au bout de 6 mois, je vous le souhaite.
Et peut-être que dans d'autres cas, on pense que ce chiffre d'affaires sera atteint dans 1 an et qu'en réalité, ce ne sera pas le cas avant 3 ans. Et là, il va falloir aussi s'adapter et savoir s'adapter à la situation et prendre les mesures nécessaires pour changer ce qui a été inscrit dans votre business plan. Donc, les étapes, je reprends, s'assurer qu'on a les autorisations nécessaires et se tenir au courant de quelles sont les autorisations nécessaires avant de commencer votre activité. Ensuite, savoir si vous avez les autorisations pour travailler. Il va ensuite falloir faire un business plan pour avoir une projection et pour savoir dans quelle direction vous êtes en train d'aller. Et ensuite, il faudra aussi savoir quel type d'assurance vous allez avoir besoin. C'est un élément qui est souvent un peu négligé, mais il faut aussi que vous sachiez exactement quels sont les risques de votre activité et comment vous protéger de ces risques. Je vous donne un exemple. Si vous avez une activité simple un commerce, vous vendez des livres, vous allez devoir protéger votre inventaire, donc protéger vos livres en cas d'incendie ou bien s'il y a des vols ou des choses comme ça. Et puis si vous avez d'autres domaines d'activité, si par exemple vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous avez une responsabilité civile en cas de dommages que vous pourriez causer à un client. Si par exemple vous êtes médecin et que vous faites un faux diagnostic ou peut-être que voilà des choses comme ça, il faut aussi savoir comment se protéger dans ce genre de cas-là. Il y a aussi souvent les gens me disent mais moi j'ai pas d'inventaire, tout ce que je fais c'est en ligne. Il y a des nouvelles assurances qui existent et qui sont spécifiques pour les données que vous allez stocker, les données de vos clients que vous allez stocker. Je reprends l'exemple du médecin. Si d'un coup vous avez des données confidentielles et personnelles de vos clients qui ne souhaiteraient pas qu'elles apparaissent au grand jour sur Internet, là vous avez la possibilité de faire assurer entre guillemets votre responsabilité en cas de perte de ces données, en cas de divulgation de ces données, si votre client était amené à venir agir contre vous en disant qu'il y a un dommage à cause de vous parce que ces données personnelles ont fuité alors qu'elles étaient stockées chez vous. Ça, c'est aussi un élément à prendre en considération. Donc ça, c'était tous les éléments préalables à la création d'entreprise. On l'a dit, business plan, assurance et puis informations nécessaires et autorisations nécessaires. Maintenant, on va attaquer la plus grande partie qui est quelle est la forme juridique que vous allez avoir. Avant qu'on commence, j'aimerais juste que chacun vous m'écriviez en 2 mots le type de forme juridique que vous souhaitiez avoir et le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Comme ça me permettra aussi d'aiguiller mes conseils et de peut-être vous dire dans votre cas, c'est plus intéressant de prendre tel type de forme juridique ou dans votre cas, c'est plus intéressant de prendre tel autre type de forme juridique. Je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Très bien. Ok, très bien. Pour la raison individuelle e-commerce, vous pourriez me dire à peu près ce que vous souhaitez vendre parce que si vous vendez je sais pas si vous vendez des bateaux ou bien si vous vendez des chaussures, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes responsabilités. Donc, raison individuelle et business, très bien. Technologie, ok. C'est cosmétique en ligne, très bien. Super. Je reprends juste. Ok, parfait. Intervention de société vers personnalisable. Ok, super. Ok, on a plein de projets variés, c'est bien. Super. D'accord. Donc, situation individuelle, start-up dans le domaine juridique. Parfait. Alors, donc, en Suisse, on a les sociétés individuelles et puis, donc, c'est les sociétés de personnes et on a les sociétés de capitaux qui sont les SARL et les SA. Est-ce que, alors je vais peut-être pas tous vous faire répondre en même temps,
La principale différence entre une SARL, une SA et une société individuelle, c'est au niveau de la responsabilité. C'est vraiment l'élément qui distingue ces deux types de sociétés. Quand vous avez une raison individuelle, votre responsabilité est personnelle et elle est illimitée. Quand je parle de responsabilité, c'est surtout responsabilité en cas de dette que vous auriez face à des créanciers. Je vous donne un exemple. Vous décidez d'ouvrir un restaurant, vous vous mettez en raison individuelle. Vous allez avoir chaque mois le loyer à payer, vous allez avoir les salaires des employés à payer, vous allez avoir les matières premières à payer, l'électricité, les impôts, les charges sociales, etc. Si vous êtes en société individuelle et que d'un coup, pendant 2 mois, vous êtes empêché de travailler parce que, je vous donne un exemple, il y a un problème avec le service sanitaire, pendant 2 mois, votre restaurant ne peut plus être ouvert. Là, c'est vous qui êtes personnellement responsable du loyer, du salaire, de toutes les charges dont on a parlé au préalable. Et donc là, si vous avez une maison, une voiture, un salaire qui provient d'une autre activité, les créanciers pourraient à ce moment-là venir vous chercher personnellement et personnellement réclamer le paiement de cette dette. Donc, la société individuelle, elle ne sera pas conseillée quand vous avez une activité où il y aurait des créanciers potentiels. C'est-à-dire où vous pourriez potentiellement vous retrouver avec d'un coup une dette de 5, 10, 15, 20 000 francs. C'est vraiment pas recommandé dans ce genre de cas. On recommande vraiment la société individuelle quand vous êtes dans le domaine du consulting, du conseil, de ce genre de choses où au final vous êtes juste vous, votre ordinateur, puis il n'y a pas vraiment de risque à proprement parler dans votre activité. Ça, c'est vraiment la différence entre société individuelle, SARL, SA. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Je vous l'ai dit, n'hésitez pas au fur et à mesure si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, à me poser des questions. Je jette toujours un coup d'œil au chat. Maintenant, la SARL et la SA, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une distinction entre la personne physique, donc vous, et votre société anonyme ou bien votre société à responsabilité limitée. Si d'un coup, on a la même situation avec le restaurant qui ne peut pas travailler pendant 2 mois et où tout est fermé et il y a toujours les charges qui existent, à ce moment-là, la société pourra utiliser son capital qui est pour la SARL de 20 000 francs et pour la SA de 100 000 francs. La société, elle pourra utiliser ce capital-là pour rembourser ses dettes. Si à un moment, la société n'a plus ces 20 000 francs, elle se met en faillite. Et vous, personnellement, il n'y a personne qui va venir vous réclamer cet argent-là. Donc, ça vous permet vraiment de vous protéger et de mettre une distinction entre vous, votre activité, et la société qui, elle, tombera en faillite, mais où les créanciers n'iront pas vous chercher vous personnellement. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal. Maintenant, entre la SA et la SARL, les distinctions, je vous les expliquerai un peu plus tard, mais elles sont plus minimes à ce stade. Donc, pour la société individuelle, vous pouvez commencer n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'être inscrit au registre du commerce pour commencer son activité en tant qu'indépendant. Vous n'avez pas besoin d'un capital de base. Pour la SARL, vous ne pouvez pas exercer votre activité commerciale tant que la SARL n'est pas inscrite au registre du commerce. Donc, pour la SA, c'est pareil. Il faut que la société soit inscrite au registre du commerce pour que vous puissiez effectivement commencer à travailler et à facturer à vos clients. La responsabilité, on en a parlé. Pour la société individuelle, on l'a dit, c'est une société qui est personnelle et illimitée. Et pour la SARL et la SA, c'est une responsabilité qui est limitée. En ce qui concerne les raisons sociales, de nouveau, vu qu'il n'y a pas de distinction entre la raison individuelle et vous personnellement, on va vous demander, quand vous allez vous inscrire au registre du commerce, de mettre votre nom de famille à côté du nom de votre raison sociale. C'est-à-dire que si je souhaite m'appeler, je sais pas, Samsung, et puis après je mets mon nom de famille derrière. Il faudra toujours qu'il y ait mon nom de famille. Je peux avoir un nom de marque, ça j'ai le droit, mais mon nom de famille doit toujours apparaître. Il apparaîtra uniquement
sur les documents officiels, sur les factures que je veux envoyer. Mais si d'un coup je décide de faire un site internet, j'ai pas besoin de mettre mon nom de famille sur le site même. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, pour les SARL et les SA, je peux ne mettre le nom que je souhaite. Il faut juste que je m'assure que c'est un nom qui n'est pas déjà protégé, soit au niveau de la protection de marque, ou qui n'est pas déjà une société qui est inscrite en Suisse avec un nom similaire ou un nom qui est exactement pareil. Il y a quand même quelques petites particularités, mais là, de nouveau, si vous travaillez avec Startup New, on vous aide en vous disant ça c'est possible, ça c'est pas possible. Je vous donne juste un exemple. Si vous êtes basé à Honnay, que le siège de votre société est à Honnay, vous ne pourrez pas vous appeler en mettant Genève dans votre raison sociale parce que vous n'êtes pas dans la commune politique de Genève, mais vous êtes dans la commune politique de Honnay. Donc ça, c'est plein de petites distinctions comme ça, des petits éléments sur lesquels il faut faire attention. Il y a une directive du registre du commerce qui explique tout ça. Voilà, si une fois vous avez envie de la lire, vous pouvez y accéder. Maintenant, pour la société individuelle, le nombre de personnes maximum, on l'a dit, c'est une seule personne, vu que c'est une société individuelle qui est liée à votre personne. Il n'y a vraiment pas de distinction entre les deux. Donc, vous ne pouvez pas avoir des associés. Après, si vous décidez de faire une société en nom collectif, ça, c'est plusieurs indépendants qui se mettent ensemble. Ils ne créent pas une entité vraiment, mais ils travaillent juste ensemble en tant qu'indépendants. Si vous prenez par exemple des physiothérapeutes, ils vont prendre un bureau ensemble, ils vont louer une salle ensemble et chacun aura son cabinet, ils partageront peut-être les frais de secrétariat et ils créeront une SNC, mais ils sont tous à titre individuel, c'est tous des indépendants. Ok. Pour la SARL, il vous faudra au minimum une personne. Donc, il faut toujours une personne avec signature individuelle, donc qui a l'autorisation de représenter la société domiciliée en Suisse. Ça, c'est l'exigence pour pouvoir créer une société en Suisse. Maintenant, si l'un d'entre vous est domicilié en France, vous pouvez avoir une SARL en Suisse ou en France ou en autre pays à l'étranger. C'est possible d'avoir une SARL en Suisse. La seule chose, c'est qu'il faut absolument avoir un gérant ou un associé domicilié en Suisse avec signature individuelle. Si vous connaissez personne, s'il n'y a pas un de vos associés qui est domicilié en Suisse et qui peut faire ça, il y a ce qu'on appelle des gérants qui le font à titre professionnel. Vous les payez un certain montant par année et ils acceptent de s'inscrire en tant que gérante pour votre société. Et la plupart du temps, ils vont demander, je pense même systématiquement, ils vont demander à aussi gérer la comptabilité de votre société. Donc, c'est souvent des fiduciaires qui font ça. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de gérer votre comptabilité? C'est parce que on a dit avant que la responsabilité était limitée quand vous avez la SARL, c'est-à-dire que si la société elle tombe en faillite, il n'y a personne qui vient vous réclamer de l'argent. C'est vrai, mais c'est vrai dans une certaine mesure. S'il y a des actes de négligence ou des fautes graves, les gérants et les associés sont personnellement responsables du dommage qu'ils causent aux créanciers. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous créez une SARL que d'un coup vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous négligez la comptabilité de votre société, vous avez des dettes, vous contractez je ne sais pas combien de dettes. Donc c'est pour ça que les personnes qui vont se mettre en tant que gérants pour votre société vont demander à gérer la comptabilité parce qu'ils veulent pouvoir s'assurer que la comptabilité est en ordre et qu'ensuite on ne pourrait pas venir leur dire écoutez, vous avez mal géré cette société, maintenant on vous réclame personnellement 100 000 francs de dette. Donc ça, c'est une solution si vous n'avez personne, un ami ou quelque chose comme ça, qui pourrait venir se mettre en tant que gérant de votre société. C'est pour la SARL. Pour la SA, c'est pareil, sauf qu'on n'appelle pas ça des gérants, on appelle ça des administrateurs. À nouveau, minimum une seule personne domiciliée en Suisse pour pouvoir créer la société en Suisse. En ce qui concerne les adresses, quand vous allez créer une SARL ou une SA, on ne vous demande pas d'avoir accès à des bureaux en Suisse. Vous pouvez créer une société, l'inscrire dans le canton de votre choix, toujours en ayant au minimum un CO. Ça peut être chez vous, chez un ami, chez
chez une société de domiciliation, ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'exigence d'avoir un bail à loyer commercial ou des choses comme ça. Par contre, dans les réseaux individuels, on va vous demander d'avoir un accès effectif aux locaux, c'est-à-dire que vous devez avoir un bail commercial. Après, si c'est chez vous, c'est possible, mais ça, il faut regarder avec votre bailleur. Mais si vous allez dans une société de domiciliation, dans les espaces de coworking, etc., vous pouvez pas juste demander une simple domiciliation. Donc, les contrats de domiciliation, en principe, vous n'avez pas accès aux locaux. Vous recevez juste le courrier là-bas. Quand vous avez une société individuelle, il vous faudra pas simplement un contrat de domiciliation où vous recevez juste le courrier, mais il vous faut un contrat où vous avez accès aux locaux. C'est-à-dire qu'il vous faut un endroit, un bureau où vous pouvez entrer. C'est vraiment la seule exigence que le registre du commerce a, c'est de savoir que vous pouvez effectivement avoir accès à ces locaux. Et des fois, ils vont vous demander de produire ce type de contrat. Maintenant, si vous faites ça chez vous, comme je vous l'ai dit, regardez juste avec votre bailleur pour s'assurer que il n'y a pas de souci, parce que en réalité, le contrat que vous avez avec votre bailleur, c'est un contrat de location, d'habitation. C'est pas un contrat de bail, c'est pas un bail commercial. Donc, vous pourriez par la suite être embêté si d'un coup il vous disait, mais en fait, moi, je vous ai jamais donné l'autorisation de travailler depuis chez vous, etc. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en considération. Pour la SARL et la SA, on l'a dit, il suffit d'avoir juste un CO, des sociétés de domiciliation, ça, il n'y a aucun souci. Vous avez même, comme on l'a dit, pas avoir accès aux locaux, ça, il n'y a vraiment aucun souci à ce stade-là. Maintenant, pour la comptabilité, en ce qui concerne les réseaux individuels, c'est vraiment une comptabilité qui est très simple. Vraiment, vous avez les entrées, les sorties. Je viens de une question. On peut créer une raison individuelle sans contrat de domiciliation si notre adresse personnelle est que notre bailleur. Alors, si votre bailleur y refuse, alors vous pouvez créer une raison individuelle sans contrat de domiciliation. Si vous mettez tout simplement votre adresse personnelle, le registre du commerce ne va pas demander. Maintenant, si vous avez une adresse, votre raison individuelle, vous la mettez à votre nom à vous. C'est-à-dire que vous ne mettez pas une étiquette sur votre boîte aux lettres. En principe, le postier va vous mettre directement le courrier dans la boîte aux lettres et puis ça posera pas de souci. Maintenant, si votre bailleur y refuse, vous pouvez avoir accès à il y a des sociétés qui vous offrent des contrats où vous pouvez avoir accès à des locaux, où vous avez un accès à un bureau que vous pouvez personnaliser pendant un certain moment. Je pense que les frais, ça peut varier entre 500 et 700 francs. Maintenant, ce qu'il faut faire avec votre bailleur, c'est que quand vous lui demandez, vous lui dites, écoutez, moi, je vais pas ouvrir un café dans mon appartement, je vais pas ouvrir un salon de coiffure, je vais vraiment juste recevoir ma correspondance professionnelle ici. Il y aura pas de va-et-vient, je vais pas recevoir de clients. C'est juste pour que je mette mon nom sur le nom de ma raison individuelle ou de ma société sur la boîte aux lettres. En principe, c'est pas censé causer un souci. Mais si le bailleur refuse, c'est son droit, vous pourriez à ce moment-là vous tourner vers des sociétés de domiciliation. Je vous en donne une qui fait ça. Ça s'appelle Calliope, c'est Calliope. Et eux, ils ont aussi les contrats spécifiques pour les indépendants. Donc ça peut être intéressant. Avec plaisir. Donc, comme je disais, la comptabilité pour les sociétés individuelles, c'est très simple. Il y a vraiment juste entrée-sortie, ça s'arrête là. Et puis, pour la SARL et la SA, là, vraiment, il faut que vous ayez, en tout cas, c'est vraiment vivement recommandé d'avoir un fiduciaire parce que le droit suisse, en ce qui concerne la comptabilité des sociétés, c'est un domaine qui est très réglementé. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup d'exigences. Et dès que vous ne remplissez plus certaines exigences, vous êtes rapidement personnellement responsable en cas de problème. Donc, ça vous coûtera très probablement moins cher de faire appel à un fiduciaire qui vous dira
écoutez, il faut qu'on soit attentif à ces éléments, ces éléments, ces éléments. Là, ça va plus, il faut faire ça. Je vous donne juste un exemple. En principe, la société n'a pas le droit d'avoir plus de passifs que d'actifs. Et dès le moment où vous avez plus de passifs que d'actifs dans la gestion de votre société, là, en principe, vous devez, on appelle ça faire un appel au juge. Donc, vous devez informer le juge que votre société est en situation de surendettement. Et si par la suite, la société, elle tombe en faillite et qu'on se rend compte que vous aviez plus de dettes que d'actifs et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, à nouveau, là, vous êtes personnellement responsable de ces dettes. Donc, c'est vraiment des lois comme ça, des règles comme ça plutôt, qui s'appliquent au droit des sociétés et où moi, je conseille vraiment de prendre en fiduciaire. C'est beaucoup plus simple pour votre gestion pour la gestion de votre société. Donc ça, c'est pareil pour la SA et pour la SARL. En ce qui concerne la révision, donc les organes de révision, c'est pas nécessaire pour la société individuelle et puis pour les SARL et les SA, à partir de 10 employés à plein temps, là, on va vous demander d'avoir un organe de révision. Mais à ce stade-là, je pense que tous, quand vous allez créer votre société, c'est pas un élément sur lequel vous devrez vous attarder très longtemps. Pour les impôts, on va y revenir plus tard, mais je vous donne déjà une première vision d'ensemble. On l'a dit, quand vous avez votre société individuelle, vous êtes indépendant. Donc, les impôts, il n'y a pas de distinction entre les revenus que vous allez... Je vous donne un exemple, vous travaillez à 50% en tant qu'employé et 50% en tant qu'indépendant. Votre déclaration d'impôt, ça sera la même. Vous aurez une seule déclaration d'impôt où vous allez d'un côté expliquer quels sont les revenus que vous avez générés en tant qu'employé et de l'autre côté les revenus que vous avez générés en tant qu'indépendant. L'administration fiscale va prendre le tout et vous serez imposé sur le montant final que vous avez généré pendant cette année-là. Donc vraiment une seule déclaration d'impôt, pas de distinction. Maintenant, en ce qui concerne la SARL et la SA, on l'a dit, la SARL et la SA, c'est des entités séparées des personnes physiques qui les créent. Donc, il y aura 2 déclarations d'impôt, une première pour la société et une deuxième pour la personne physique. Ok, maintenant, je vais juste reprendre chacun d'entre vous et puis on va discuter de ce qui serait potentiellement pertinent pour chacun d'entre vous. Je reprends juste le premier. Donc, le premier, on a, je vous appelle par vos prénoms si ça vous dérange pas. Alors, on a Kendall qui faisait un e-commerce, jeu de société vert personnalisable, déco murale en raison individuelle. À ce stade-là, si il n'y a pas de frais récurrents qui sont engendrés, c'est-à-dire que si vous ne devez pas systématiquement payer des fournisseurs alors que vous n'avez pas vendu le matériel, vous pouvez commencer par une raison individuelle. C'est quelque chose qui est possible, mais faites attention quand même à quels sont les risques de votre activité. Typiquement, si vous faites des jeux de société, il y a potentiellement des risques si c'est des jeux qui sont destinés à des enfants. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de responsabilité si d'un coup un enfant avale un jouet ou quelque chose comme ça? Donc vraiment, soyez attentifs à ce genre d'éléments-là. Donc là, ce serait intéressant aussi de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle qui serait adaptée à ce type d'activité. Mais là, pour commencer, selon combien vous devez investir pour commencer ce type d'activité, vous pouvez tout à fait commencer en raison individuelle. Si vous deviez avoir des soucis avec des clients, soyez juste sûr d'avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir faire des remboursements à des clients s'ils sont mécontents ou comme ça. Ça permettra aussi de régler des potentiels conflits de manière assez rapide et vous éviter de devoir par la suite aller dans les tribunaux et des choses comme ça. Donc, pensez toujours à avoir, quand vous avez une responsabilité individuelle, un montant qui est alloué pour ce genre de situation. Maintenant, bar, karaoké, box, SARL, Laetitia, moi ça me semble parfait. De nouveau, là il y a quand même des frais qui sont récurrents. Ce serait pas raisonnable d'aller en raison individuelle et c'est pas forcément nécessaire d'aller en SARL, en SA pardon, parce que la SA, je vous explique peut-être juste la distinction entre pourquoi est-ce que certaines personnes vont choisir la SARL ou la SA. On va la voir avec le
cas de Ismaël qui veut faire dans la technologie. Potentiellement, si Ismaël il devait avoir des investisseurs, il voulait développer une application ou quelque chose comme ça, euh, souvent les investisseurs préfèrent rester anonymes. Et pour la SA, c'est plus simple de vendre des actions parce que vous figurez pas au registre du commerce et les investisseurs peuvent rester anonymes. Quand vous avez une SARL, chaque associé, donc chaque personne qui a des parts de votre société, elle figure au registre du commerce. Et des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de figurer au registre du commerce. Et pour être tout à fait honnête, les parts pour les SARL, elles se transfèrent beaucoup plus difficilement. Donc, si vous savez que vous allez avoir des investisseurs, que vous allez avoir des actions de votre société, que vous allez vouloir vendre, que vous allez vouloir être plusieurs, ou bien vous savez que voilà, il y aura plusieurs personnes intéressées. On trouve ça beaucoup dans le domaine de la technologie. C'est plus intéressant de passer en SA. C'est vraiment pour ce genre d'éléments-là que la SA est plus pertinente. L'autre cas de figure où la SA est intéressante, c'est si vous êtes dans le domaine immobilier. Souvent, dans le domaine immobilier, c'est quelque chose qui est, c'est vraiment une question d'image pour être tout à fait honnête. Ça donne l'image qu'on a une société qui génère énormément d'argent. On a un capital de 100 000 francs et donc ça rassure les clients. Donc quand vous êtes dans les domaines de l'immobilier, en principe, on part sur de la SA. Ok, très bien. Maintenant, on va juste regarder. Anne Rouy, je ne sais pas si on prononce ça comme ça. Réseau individuel fast-food, moi je déconseille. Je proposerais plutôt la SARL. Maintenant, vous pouvez commencer en fast-food, en réseau individuel, à la seule condition que vous êtes tout seul, vous avez un food truck, donc vous n'avez pas de loyer et vous n'avez pas d'employé et que c'est vraiment vous tout seul, il n'y a personne d'autre qui est dans cette activité-là. À ce moment-là, la raison individuelle, oui, mais sinon, il faudra vraiment créer une SARL parce que vous pouvez très rapidement vous trouver avec des dettes et puis c'est vraiment pas... La restauration, c'est vraiment le domaine où on dit il faut absolument créer une SARL. Donc, voilà. Maintenant, on va juste regarder. Antoine Batt. Alors, réseau individuel ébéniste. Pour moi, ça me semble OK. Vous fournissez un service. En principe, c'est le client, je pense, qui vous achète le matériel. Donc, vous travaillez pas en principe avant que le client n'ait déjà payé, ou bien peut-être que vous faites une avance, mais que vous faites rembourser rapidement. Je vois pas vraiment de risque dans ce que vous faites. À nouveau, si vous avez des employés, c'est possible en tant que réseau individuel d'avoir des employés, mais il faut savoir que vous devez avoir vraiment une somme d'argent qui est allouée pour les salaires des employés. Donc, si vous êtes indépendant, que vous avez votre activité d'ébéniste et que, en principe, les clients vous payent en avance, pour moi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller dans ce sens-là. Ok. Maintenant, je regarde juste. Ismaël, du coup, on a déjà dit. À nouveau, comme je dis, regardez si vous avez des investisseurs ou pas. Ça dépendra à ce moment-là si vous prenez la SA ou la SARL. Maintenant, monsieur donc David Michel, SA. Moi, je pense pas que c'est nécessaire de commencer par une SA parce qu'en fait, vous allez bloquer au minimum 50 000 francs. Maintenant, je ne sais pas si vous allez vraiment faire tout le processus de fabrication de vos produits cosmétiques. Ça, c'est à voir. Mais en principe, je vous explique, quand on crée une SA, on met au minimum 50 000 francs dans la société. C'est-à-dire que vous devez avoir 100 000 francs, mais la loi dit que vous avez le droit de libérer la moitié. Et ensuite, vous allez recevoir quand même 100 000 francs d'actions. Vous mettez que la moitié, mais vous recevez la totalité des actions. Et puis la société dit, OK, vous avez cette moitié que vous m'avez pas versée, vous allez quand même devoir me les verser à un moment, le jour où j'en aurai besoin. Donc vous avez une dette qui reste du montant que vous n'avez pas mis à la société, que vous devrez verser le jour où la société en aura besoin. La société doit toujours avoir
50% de son capital de base à disposition. C'est-à-dire que les 20 000 francs ou les 50 000 francs que vous allez mettre dans la société, on doit toujours avoir la moitié de ce montant-là. Pourquoi? Pour justement s'assurer pour les créanciers que la société elle a effectivement de l'argent. Je peux pas mettre 20 000 francs dans une société et le lendemain aller faire des achats personnels avec ces 20 000 francs. C'est vraiment une somme qui est allouée pour la société. J'ai le droit avec ces 20 000 francs d'acheter du matériel. Donc, ce sera à la base, j'avais des actifs en espèces. Et là, je vais transformer ces actifs en actifs immobilisés. Donc, je vais acheter du matériel, de l'inventaire, des choses comme ça, des machines, voilà, tout ce genre de choses, c'est possible. Maintenant, je peux pas payer des salaires avec ces 20 000 francs parce que les salaires, une fois que j'ai payé, il me reste plus rien. Donc, on vous demande toujours d'avoir 50% du capital de base. C'est plus simple d'avoir 10 000 francs de côté plutôt que d'avoir systématiquement 50 000 francs de côté sur le compte de votre société. Donc, si je reprends juste. Si David, pour votre activité, vous pouvez faire une SARL, vous avez peut-être meilleur temps de commencer avec une SARL. Ouais, moi je pense que c'est meilleur temps de commencer avec une SARL parce que là, vous allez quand même mobiliser une somme où c'est pas vraiment nécessaire à ce stade-là de mettre autant d'argent dans une société et qui sera vraiment immobilisée. Maintenant, si vous avez 50 000 francs à disposition, vous mettez 20 000 francs en capital et ensuite ces 30 autres 1000 francs, vous les mettez dans la société, mais là, ces 30 000 francs supplémentaires, vous pourrez les utiliser un peu comme vous le souhaitez pour la société. C'est pas le capital de base auquel on ne doit pas toucher. Ok. Marie Pellet, Online Service Recommendation, bah là, typiquement, réseau individuel, je pense, il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez votre ordinateur et vous, et il n'y a pas de frais. Vous êtes typiquement dans le genre de cas où on peut être en réseau individuel. Iman Kaldi, réseau individuel, startups, domaine juridique. Alors, si vous vous donnez des conseils juridiques, de nouveau, réseau individuel, pas nécessaire de s'inscrire en tant que SARL ou SA. Maintenant, si vous êtes dans le domaine juridique, il est très important que vous preniez une protection juridique professionnelle, une responsabilité civile professionnelle, parce que si d'un coup vous deviez donner des conseils qui n'étaient pas, s'il devait y avoir une erreur, un délai qui était loupé ou des choses comme ça, pensez quand même à avoir ce genre d'assurance-là. Ok, je regarde est-ce qu'il restait encore quelqu'un. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Maintenant, on va juste parler du fait d'être employé. Donc, si maintenant vous avez déjà un emploi et puis vous décidez quand même d'avoir une activité indépendante, soit en tant que réseau individuel, soit en tant qu'associé d'une société. Mais on va juste passer à l'autre slide. Je vais juste une chose là, avant que je passe à la slide suivante. Ouais, non, c'est bon, on a tout réglé. Est-ce qu'il reste encore des questions pour les SA, SARL, RI? Je pense pas. Okay. Oui, donc voilà les éléments principaux. On l'a déjà fait le tour, mais je vous le redis peut-être juste une fois. Donc, pour savoir comment choisir la bonne société, quels sont les risques et responsabilités, les capitales et le coût. Est-ce que vous avez effectivement 50 000 francs ou bien 20 000 francs à mettre dans une société? Est-ce que vous êtes plusieurs ou est-ce que vous êtes tout seul? Et est-ce que vous allez exploiter le deuxième ou troisième pilier? En tant qu'indépendant, vous pouvez retirer votre troisième pilier. On le déconseille fortement. Vous pouvez retirer le deuxième et le troisième pilier. Vraiment, on le déconseille. Si vous devez le retirer, retirez-le pour faire de l'immobilier, pour acheter un bien immobilier, mais vraiment pas pour créer une entreprise parce que une entreprise, on ne sait pas si dans 3 ans, elle sera là ou pas. Donc vraiment, ne retirez pas l'argent de votre retraite pour une entreprise. Ok, et puis on va juste passer, voilà, donc on est au chapitre impôts et assurances. Donc, on parlait du fait d'être employé auprès d'une entreprise et puis vous décidez quand même d'avoir une activité indépendante. Il y a 2 éléments sur lesquels il faut être attentif, auxquels il faut être attentif.
Vous décidez typiquement d'avoir une activité d'indépendant, vous travaillez à 50% en tant que salarié, vous êtes indépendant de l'autre côté. Vous décidez aussi de vous inscrire au registre du commerce. Alors, l'inscription en tant qu'indépendant au registre du commerce en dessous de 100 000 francs, elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire à partir du moment où vous atteignez le stade des 100 000 francs, donc 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Avant ça, vous pouvez le faire sur une base volontaire. Il y a certaines personnes qui vont le faire parce qu'il y a des fournisseurs qui refusent de travailler avec des gens qui ne sont pas inscrits au registre du commerce. Il y a certains clients qui se sentent rassurés quand ils voient que vous êtes inscrit au registre du commerce. Ça, c'est des différentes situations où il serait important que vous soyez inscrit au registre du commerce en tant qu'indépendant, là, je dis. Donc, le premier volet, c'est inscription au registre du commerce obligatoire à partir de 100 000 francs. Le deuxième volet, et ça c'est obligatoire, en tant qu'indépendant, si vous décidez d'exercer une activité indépendante, vous allez devoir vous inscrire aux caisses de compensation pour obtenir le statut d'indépendant. Ce statut d'indépendant, vous ne l'avez pas automatiquement. C'est un statut qui vous permettra de cotiser pour l'AVS, l'AI, la perte de gain en tant qu'indépendant. Ce qui va se passer, c'est que les caisses de compensation vont vous poser la question et vont vouloir vraiment déterminer du fait que vous êtes vraiment un indépendant et que vous n'êtes pas un employé caché d'une société. Donc, on va vous demander 3 factures de 3 clients différents et 2300 francs de chiffre d'affaires annuel. Une fois que vous avez ces 3 éléments-là, donc 3 factures de 3 clients différents et 2300 francs de chiffre d'affaires annuel, pas mensuel, annuel, une fois que vous avez atteint ce stade-là, vous pouvez aller auprès des caisses de compensation et là, ils vont examiner votre dossier, ils vont vous dire, OK, là, vous êtes vraiment un indépendant. Pour nous, vous pouvez cotiser en tant qu'indépendant. C'est une sorte de... Voilà, il y a tout un processus à faire. Donc ça, c'est un an, je reviens plus. On n'a pas d'obligation de s'inscrire au registre du commerce pour une raison. Donc ouais, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au registre du commerce si vous avez un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 francs par an. Comme je vous l'ai dit, il y a certains cas où on va vous le demander d'office. Il y a des sociétés qui ne travaillent pas avec d'autres sociétés si vous n'êtes pas inscrit. Si vous avez des fournisseurs à l'étranger, des choses comme ça, ils veulent vraiment s'assurer qu'ils travaillent avec des professionnels. Et c'est quand même particulier à la Suisse le fait qu'on ne s'inscrive pas. Donc, il y a certains pays où si vous travaillez avec des fournisseurs étrangers, ils vont dire c'est hors de question. En fait, pour nous, vous n'êtes pas un professionnel, vous êtes un particulier. Donc ça peut être l'intérêt de s'inscrire. Et puis, comme j'ai dit avant, c'est aussi le fait que ça va rassurer certains clients que vous avez parce que si d'un coup, vous avez travaillé avec un gros client, il y a certains clients qui vont vouloir aller vérifier pour s'assurer que vous avez effectivement... ça nous donne une sorte de crédibilité. Mais légalement, vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez dire si une fois il y a un client qui vous dit mais vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce, vous pouvez très bien expliquer, écoutez, en Suisse, on n'est pas obligé en dessous de 100 000 francs. Donc ça, c'est le registre du commerce. Et les caisses de compensation, ça par contre, dès que vous atteignez 2300 francs de chiffre d'affaires et que vous avez 3 contrats commerciaux avec des clients, là, vous êtes obligé de vous inscrire en tant qu'indépendant pour les cotisations sociales. Une fois que vous avez le statut d'indépendant, là, vous voyez en orange les cotisations qui seront obligatoires, donc AVS, AI, perte de gain, à hauteur de maximum 9,95%, donc vous payez la totalité vous-même, et vous payez aussi les cotisations familiales. Maintenant, pour l'assurance chômage, vous n'allez pas cotiser parce que vous n'avez pas le droit au chômage en tant qu'indépendant. C'est toute la question qui se posait actuellement avec le coronavirus et puis les indépendants qui ne pouvaient pas travailler, ils n'ont pas accès au chômage. Donc, ce que l'État a mis en place, c'est une assurance perte de gain avec des indemnités journalières. Donc, ils sont passés par un autre processus pour que les indépendants aient accès à une sorte de somme pendant cette période-là. En ce qui concerne la LPP, l'assurance accident et l'assurance accident non professionnel, c'est sur une base volontaire que vous allez cotiser. Donc, vous n'allez pas avoir de deuxième pilier automatiquement. C'est vous qui allez décider si vous décidez de cotiser là-dessus. Et puis, de nouveau, troisième pilier, c'est vous qui allez décider si vous décidez de faire un compte comme ça.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous travaillez à 50% en tant qu'employé et puis 50% en tant qu'indépendant? Vous êtes inscrit au registre du commerce et vous êtes inscrit en tant qu'indépendant aux caisses de compensation sociale. Vous vous faites licencier de votre emploi et vous allez au chômage et on vous dit, ben, en fait, non, monsieur ou madame, vous êtes inscrit en tant qu'indépendant, donc du coup, vous n'avez pas le droit au chômage. Et ou bien vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce, mais auprès des caisses de compensation, vous apparaissez comme indépendant. Comment ça se passe à ce moment-là? Là, ce qui est possible de faire, c'est qu'à partir du moment où vous savez que vous allez être licencié, vous pouvez radier votre raison individuelle. La raison individuelle, elle se radie. Donc, en fait, vous cessez votre activité d'indépendant. Et puis, la raison individuelle, elle se radie par un simple courrier. Vous envoyez un courrier au registre du commerce en disant, écoutez, moi, j'arrête toute mon activité d'indépendant, ça ne m'intéresse plus. Et puis, vous aussi, vous vous enlevez des caisses de compensation en disant que voilà, j'arrête mon activité d'indépendant. Et puis là, vous avez le droit au chômage pour lequel vous avez cotisé pendant les années où vous avez cotisé au chômage. Donc ça, c'est souvent le cas où les gens se disent, mais en fait, je sais pas comment faire vu que j'ai d'un côté cette activité d'indépendant et d'un côté cette activité de salarié où au final, je cotise en tant qu'indépendant et puis j'ai des frais, j'ai des enfants, j'ai des loyers, enfin voilà, et cette petite activité de voilà qui est vraiment annexe, accessoire, elle m'empêche d'accéder au chômage. Ça, c'est un moyen de mettre votre dossier en ordre avant d'aller vous présenter au chômage. Maintenant, si vous êtes associé ou bien administrateur ou actionnaire d'une société et que vous apparaissez au registre du commerce, de nouveau, vous avez votre activité d'employé et puis vous avez votre activité personnelle parce que vous êtes associé au sein d'une société. De nouveau, là, vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous êtes inscrit en tant qu'associé d'une SARL. En fait, toute personne qui apparaît au registre du commerce n'a pas le droit au chômage parce que le chômage considère que vous avez une activité lucrative qui vous permet de subvenir à vos besoins, donc vous n'avez pas le droit au chômage. Donc il faut savoir que tant que vous êtes inscrit au registre du commerce en tant qu'associé, gérant, administrateur, indépendant d'une société, vous n'avez pas accès au chômage. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. C'est une réalité à laquelle il faut être attentif. Maintenant, vous allez décider de vous engager vous-même en tant qu'employé de votre propre société. Donc, vous allez payer d'un côté la VSAI perte de gain en tant qu'employé sur votre propre salaire et vous allez aussi vous payer le premier pilier aussi sur la base de votre salaire en tant qu'employeur. Et donc là, il y aura tous les éléments qui sont en jaune. Donc, on a allocation familiale, c'est l'employeur, mais en réalité, ce sera aussi vous qui allez payer ce montant. Assurance chômage, vous cotisez. Deuxième pilier, vous cotisez également. Assurance accident, vous allez cotiser. Et puis, assurance accident non professionnel, il y aura aussi une cotisation obligatoire. Donc, pourquoi est-ce que les caisses de compensation veulent s'assurer que quand vous êtes indépendant, vous êtes réellement un indépendant et vous n'êtes pas un employé? Parce que là, si vous voyez la différence, en tant qu'indépendant, il y a uniquement 2 charges sociales qui sont obligatoires, alors que quand vous êtes employé, il y a beaucoup plus de charges qui doivent être payées. Et c'est toute la question qu'on a vue typiquement avec Uber à Genève, où l'État dit qu'en fait, c'est des employés et donc il y a tout ça de charges sociales qui doivent être payées et où Uber dit mais non, c'est des indépendants et du coup, Uber n'a pas de charges sociales à payer pour ses employés. Donc c'est vraiment cette idée-là. Si typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent oui, alors en fait, j'ai démissionné ou bien souvent j'ai démissionné de mon ancien emploi. Et en fait, mon ancien employeur veut m'engager, enfin veut me mandater pour avoir un contrat de consulting. Puis je dis, mais est-ce que vous avez d'autres clients que cet employeur, cet ancien employeur? Puis on me dit non. Mais là, en fait, ce sera impossible que les caisses de compensation considèrent que c'est un client et pas un ancien employeur parce que vous avez un seul mandat qui, en plus, est totalement similaire à votre ancienne activité d'employé, pardon. Et là, c'est clair que votre employeur, pour lui, c'est un avantage de vous avoir en tant qu'ancien employé qui va fournir le même travail, mais pour qui il ne va pas devoir payer les cotisations sociales.
Ok, est-ce qu'il y a encore des questions pour les cotisations sociales? Non, très bien. Les assurances, on en a parlé. Maintenant, l'imposition. Donc, on a parlé du fait que si vous étiez indépendant, les impôts, ce serait une seule déclaration d'impôt euh, basée sur votre revenu, soit en tant qu'employé et en tant qu'indépendant, ou bien uniquement indépendant. Et puis, alors c'est difficile à vous dire quel montant vous serez taxé, ça dépend tout de votre situation, si vous êtes des enfants, mariés, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez générer d'argent, plus vous allez payer d'impôts. Ça, c'est le cas pour les personnes physiques. Maintenant, quand vous allez ouvrir une SARL ou une SA, l'impôt sera toujours fixe. Que vous fassiez 1 franc, que vous fassiez 1 million de francs, il n'y a pas de différence. À Genève, on est à 13,99. Canton de Vaud, on est à 13,79. Les cantons romans se sont alignés depuis peu sur justement les cantons suisses alémaniques qui étaient plus intéressants fiscalement pour certaines entreprises. Euh, et du coup, ça évite maintenant que certaines sociétés partent dans ce genre de canton. Donc, il est plus nécessaire de partir à Zug et puis à Schwyz, parce que Genève et le canton de Vaud sont relativement intéressants. Et surtout que selon le type d'activité que vous avez, ça peut être une fausse bonne idée que d'aller s'inscrire dans un autre canton, parce que vous allez être imposé sur le canton où vous avez une activité effective. Donc, si je reprends l'exemple du restaurant qui est inscrit à Zug avec un taux de 11,9, le siège est à Zug, mais il y a une activité effective à Genève, vous allez être taxé dans les deux cantons. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça. Et en plus, la correspondance dans les cantons suisse alémanique, elle est en allemand. Donc, si vous parlez pas en allemand, vous savez pas ce qu'on vous demande. Donc, pour la SARL et la SA, l'impôt sera toujours sur le bénéfice et donc pas le chiffre d'affaires. Le bénéfice, c'est une notion qui, en Suisse, on a à peu près 60% des sociétés qui ne payent pas d'impôts. Pas parce qu'elles sont toutes au bord de la faillite, mais parce qu'elles indiquent qu'elles n'ont pas forcément de bénéfices. Je vous donne un exemple. Vous avez 100 000 francs de chiffre d'affaires, de bénéfices de votre activité. Et puis, vous devez décider à la fin de l'année, est-ce que vous allez vous verser un salaire ou une dividende. Si vous versez un salaire, les 100 000 francs de bénéfices, on va passer de 100 000 francs de bénéfices à 0 francs de bénéfices parce que le salaire est une charge pour la société. Et donc, la société ne va pas payer d'impôts sur ces 100 000 francs, mais vous, en tant qu'employé, il y aura les charges sociales. Donc, l'employeur et l'employé va payer ces charges sociales. Et puis, vous allez aussi payer les impôts sur votre déclaration de personne physique. L'autre option, c'est ces 100 000 francs, vous les versez en tant que dividende. Si vous les versez en tant que dividende, l'entreprise, elle va payer les impôts sur les profits. Et puis, vous qui allez recevoir les dividendes, vous allez aussi être taxé sur les montants que vous avez perçus en tant que dividende. Maintenant, quel est le plus avantageux fiscalement? Ça va dépendre des années. Il y a des années, ce sera plus intéressant de vous verser un salaire et d'autres années, ça va être plus intéressant de vous verser une dividende. Ça, c'est votre fiduciaire qui vous dira quel est le plus intéressant. Maintenant, il faut que ça reste dans les cadres de ce qui est légal et de ce qui est raisonnable. C'est-à-dire que si vous avez un salon de coiffure et que vous vous versez un salaire de 900 000 francs par année, l'administration fiscale va bien se douter que c'est une dividende qui est cachée en salaire. C'est pas possible d'avoir un salaire qui est aussi élevé. Maintenant, si vous êtes médecin et que vous versez peut-être, je sais pas, 300, 400 francs de chiffre d'affaires annuel, de salaire, c'est quelque chose qui sera accepté. En principe, on dit qu'à partir de 200 000 francs, l'AFC commence à regarder de manière un peu plus attentive, à savoir si c'est vraiment un salaire ou bien si c'est une dividende cachée que vous êtes en train de vous verser. Donc, assurez-vous quand même de faire des choses qui sont légales et puis raisonnables. On ne peut pas juste se verser un salaire d'un million de francs comme ça, sans aucun souci. Maintenant, si vous êtes indépendant,
à partir d'un moment où vous allez, si à un moment vous commencez à générer à peu près 200 000 francs de chiffre d'affaires de revenus par année, là, on va vous conseiller de passer à une SARL parce que, comme on l'a dit, l'imposition pour les personnes physiques est croissante. Donc, plus vous allez faire de l'argent, plus vous allez payer des impôts. Et quand vous allez avoir une société, le montant sera fixe. Donc, à partir de, on dit entre 200 et 300 000 francs, c'est plus intéressant fiscalement de passer à la SARL. Ok, pas de questions à ce stade? Non. Bien. Alors, TVA, de nouveau, comme... je vais boire un peu d'eau. Pour la TVA, c'est comme le registre du commerce. Obligatoire de s'y inscrire à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Vous avez deux taux d'imposition, en principe. On a le taux qui est à 7,7, c'est le taux normal, le taux de l'hôtellerie qui est à 3,7, et puis on a le taux réduit qui est à 2,5. Vous pouvez vous y inscrire avant d'atteindre les 100 000 francs sur une base volontaire. De nouveau, il y a pourquoi s'inscrire sur une base volontaire? Parce que dans certains domaines d'activité, on va vous demander votre numéro de TVA. Vous n'allez pas pouvoir travailler si vous n'avez pas de numéro de TVA, si vous avez certains fournisseurs ou des choses comme ça. Et puis, il y a aussi une question d'image. Certains clients, certaines sociétés ou certains indépendants vont vouloir s'inscrire à la TVA parce que ça donne une image d'une société qui génère plus de 100 000 francs par année. Donc, il y a aussi une question d'image. Donc, des fois, certaines personnes vont vouloir s'inscrire à la TVA pour ça. On dit que, comme je l'ai dit, à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Le jour où vous atteignez les 100 000 francs, l'autorité compétente viendra vous réclamer les 7 700 francs, donc les 7,7% de ces 100 000 francs, en vous envoyant un bulletin de versement en vous disant merci de payer dans les 30 jours. Là, ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui allez payer ces 7 700 francs de votre poche parce que vous ne les avez pas prélevés sur les factures de vos clients au préalable. Et c'est pas forcément le but. La TVA, c'est pas un impôt que la société doit payer. C'est un impôt qui est payé par le client final. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous commencez votre activité, vous n'êtes pas encore inscrit à la TVA. Imaginons que vous commencez aujourd'hui votre activité. Et puis, vous voyez qu'au mois de septembre, vous êtes à peu près à 70 000 francs de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, 50, 60 000 francs de chiffre d'affaires. Ce serait intéressant de s'inscrire déjà au préalable sur une base volontaire. Et comme ça vous permettra déjà de commencer à percevoir cette TVA auprès de vos clients et ne pas vous retrouver dans une situation où c'est vous qui avez payé ces 100 000 francs de votre poche. Pour la TVA, il y a deux méthodes pour le paiement de cette TVA. On a la méthode effective. Donc la méthode effective, c'est vous allez payer le montant que vous avez effectivement perçu de la part de vos clients. Tous les 3 mois, vous allez verser à la TVA ce que vos clients vous ont versé. Une fois que vous avez choisi cette méthode effective, pendant 3 ans, vous ne pourrez pas la changer. Donc, ce sera une méthode qui va être décidée et qui restera ainsi pendant 3 ans. Et on a ensuite la méthode de la dette fiscale. Là, c'est une méthode où, en fait, l'autorité va vous dire, OK, on ne va pas vous demander 7,7%, mais on va vous demander, par exemple, 5%. Et ces 5% de votre chiffre d'affaires, ils vous seront facturés tous les 6 mois. Donc, ça va dépendre. Si d'un coup, vous avez une activité où il n'y a pas forcément beaucoup de clients, c'est peut-être pas forcément avantageux d'avoir un montant fixe que vous allez devoir payer sur votre chiffre d'affaires tous les 6 mois. C'est pas forcément une bonne idée. Mais le décompte est simplifié. Donc, ça va vraiment dépendre de votre situation, ça va dépendre de votre activité, du type de client que vous avez. Et ça, il faudra regarder avec votre fiduciaire qui saura vous dire vraiment pour votre type d'activité, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. La méthode de la dette fiscale, vous ne pouvez pas la changer pendant 1 an. Donc, à nouveau, il faut vraiment être sûr avant de savoir quelle méthode est la plus appropriée pour vous. Ok, comptabilité. Juste
Donc, chez Startups, on a une société sœur qui s'appelle Findea qui s'occupe de enfin, c'est une fiduciaire et qui fonctionne comme sur Startup sur un paquet, différents types de packages et qui sont selon les pièces justificatives que vous allez avoir. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une facture qui est adaptée à vos réels besoins. Maintenant, si vous décidez de créer une société, la prochaine étape, donc on part du principe que vous avez fini votre business plan, que vous savez déjà quels sont les risques, les autorisations, etc. Je pense que je l'ai assez répété. Vous allez sur le site de Startup, si vous décidez de faire ça sur Startups. Vous allez en ligne, vous remplissez toutes les informations relatives à votre société. On va vous demander la raison sociale de votre société, donc le nom de votre société, quel est le but de votre société, donc quelle est l'activité que vous exercez, quelle est l'adresse de la société, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans la société, est-ce que vous êtes 1, 2, 3, est-ce que vous avez une signature individuelle, collective, etc. La seule chose qu'on va vous demander, le seul document qu'on vous demande, c'est un document d'identité pour chaque personne qui est inscrite dans la société. Ensuite, nous, on reçoit votre commande. Il y a un entretien téléphonique qui se passe. Je vous appelle soit moi, soit mon collègue. Et puis, on revoit ensemble tous les éléments que vous avez inscrits. Bon, je m'assure que votre raison sociale est disponible, que vous avez le droit d'appeler votre société comme ça, que le but correspond vraiment à ce que vous souhaitez faire. Si d'un coup, vous voulez avoir une certaine adresse, on vérifie l'orthographe, etc. On vérifie tous ces éléments ensemble. Une fois que tout ça est OK, moi, je vous envoie tous les documents. Donc, il y a la réquisition, les statuts, les procurations, etc. Vous signez le tout. Vous allez chez le notaire faire légaliser votre signature. Donc, c'est pas le notaire qui s'occupe de faire l'authentification des statuts, etc. C'est vraiment juste vous qui allez signer pour qu'il y ait une signature légalisée et que le registre du commerce ait une version de votre signature légalisée. Et vous allez aussi à la banque si vous ouvrez une SARL ou une SA et vous déposez les 20 000 francs ou les 100 000 francs sur un compte de consignation. Ce compte de consignation, c'est un compte sur lequel la somme que vous allez mettre, donc les 20 000 ou les 100 000 francs, cette somme, elle sera bloquée pendant le processus de création de l'entreprise. Et la banque va vous donner une attestation que vous nous enverrez. Cette attestation, elle dira qu'il y a effectivement 20 000 francs qui ont été bloqués sur ce compte pour la création de la société X. Ça, c'est un élément qu'on envoie au registre du commerce pour leur dire, on vous garantit qu'il y a bien 20 000 francs qui ont été mis à disposition de la société. Et ensuite, une fois que ce compte de consignation, que votre société elle est inscrite au registre du commerce, le compte de consignation est fermé et là, les 20 000 francs sont transférés sur un compte commercial de votre choix. Et après, là, vous avez accès à ces 20 000 francs. À partir du moment où vous me renvoyez les documents avec la légalisation et puis l'attestation bancaire qui dit qu'il y a c'est bien cette somme-là, vous comptez en principe 3 semaines pour que la société elle soit inscrite. Quand votre société elle est inscrite, on vous revient en vous demandant est-ce que vous souhaitez vous inscrire à la TVA et si oui, quelle méthode vous choisissez. Moi, pendant ce processus-là, pendant ces 3 semaines, dès que je reçois vos documents, ils partent chez le notaire et ensuite le notaire les envoie au registre du commerce. Il y a le registre du commerce cantonal et ensuite il y a le registre du commerce fédéral. Et là, en principe, après 3 semaines, à partir du moment où vous m'avez renvoyé les documents, la société elle est inscrite. OK. Donc, il y a les différents types de packages. Donc, le package basique, c'est vraiment un package qui n'est pas forcément approprié pour la clientèle particulière. C'est vraiment quand on travaille avec des fiduciaires parce que souvent, certaines sociétés nous sous-traitent des créations d'entreprises. Et là, il n'y a pas d'entretien téléphonique, il n'y a pas de bon pour des services juridiques. Il y a vraiment, c'est le plus basique, disons. Parce que c'est des sociétés avec qui on travaille au quotidien et du coup, il n'y a pas besoin d'entretien parce qu'ils savent déjà exactement comment ça se passe. Donc, pour vous, ce serait soit le business, soit le prime. Et puis, dans chacun de ces deux packages, il y a différents services juridiques qui sont offerts. Ensuite, si vous décidez, je vous donne un exemple, vous décidez de prendre le package business, vous ouvrez une SARL, c'est 999 francs. Et puis, il vous faut un compte bancaire. Vous décidez que vous avez besoin d'un compte bancaire, que vous avez besoin d'une assurance, vous avez besoin d'Internet, d'une fiduciaire, et puis que vous avez besoin
d'un moyen de paiement. En fait, nos partenaires, donc Crédit Suisse, AXA Suisse comme SIX, Kindia et Crédit Réforme, participent au coût de création de votre entreprise. C'est-à-dire que les 999 francs que vous allez nous devoir, eux, ils vont nous les payer à partir du moment où vous concluez un contrat avec eux. Et du coup, vous, ça vous réduit votre facture finale. Donc, chaque fois que vous choisissez un partenaire, le montant que vous nous devez est réduit. Vous pouvez même arriver à un montant négatif. À ce moment-là, ça ne voudra pas dire qu'on va vous donner de l'argent, mais vous aurez un avoir chez nous. Et cet avoir-là, il vous permettra soit de demander un service supplémentaire, une consultation avec un juriste, des statuts spéciaux, traduction des documents, ou bien aussi différents types de contrats qu'on propose. Donc, il y a les contrats, disons, standards qu'on propose, contrat de travail, protection de marque, conditions générales de vente ou convention d'actionnaire. Et il y a les contrats qui sont faits de manière personnalisée. Ça, c'est des contrats qui sont facturés à l'heure. Mais du coup, si vous avez un avoir auprès de nous, là, ça vous permet aussi d'utiliser cet avoir-là. Pour votre information, quand c'est des contrats qui sont faits à l'heure, un contrat qui n'est pas un de ces 4 contrats, le taux horaire, il est de 250 francs. Donc après, on vous fait un devis et puis ça vous permet de savoir exactement combien ça vous reviendra. Si vous avez un site internet et que vous faites de la vente en ligne, sachez qu'il vous faut de manière obligatoire des conditions générales de vente si vous faites de la vente. Et même si vous ne faites pas de vente, il vous faut des déclarations de protection des données. Parce que de toute façon, votre site va récupérer certaines données de vos clients. Et donc, il vous faut obligatoirement une déclaration de protection des données. Vous en trouvez sur Internet des conditions générales de vente et des déclarations de protection des données. Bien évidemment, c'est des choses qui sont gratuites. Ça a la valeur du prix que vous payez, entre guillemets, c'est gratuit. Et chez Startups, on vous fait des conditions générales de vente et des déclarations de protection des données personnalisées, donc du coup, qui sont vraiment adaptées à votre situation. Si vous êtes plus d'une personne, je vous recommande aussi vivement de faire une convention d'actionnaire ou d'associé. C'est comme les contrats de mariage. C'est bien de les faire quand tout se passe bien. Parce que souvent, on a des clients qui reviennent vers nous en disant on aimerait faire maintenant une convention d'actionnaire alors qu'on est en litige. C'est trop tard. À ce moment-là, c'est vraiment plus propice à la conversation, à la discussion. C'est bon. Donc voilà, en principe, si vous allez sur le site, les informations sont suffisamment claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler la réception. En principe, ils répondent à toutes vos questions. Et puis, donc nous, on s'occupe de Genève, Lausanne et puis toute la Suisse romande. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Maintenant, on peut regarder si vous avez des questions particulières à votre situation personnelle. Je reste encore un moment, on a encore le temps. Alors, où est-ce que je peux trouver des infos sur les fonds de commerce pour savoir ce que je peux négocier ou non? Alors, les fonds de commerce, en principe, légalement,
ce n'est pas censé se faire. Maintenant, dans la pratique, c'est des contrats entre privés. Donc, ce que vous pouvez négocier, c'est vraiment, comme je dis, en principe, la notion de fonds de commerce n'est même pas censée exister parce que, à moins que vous repreniez une réelle clientèle et une réelle activité, souvent vous allez reprendre des quatre murs et puis il y a rien de plus que ça. Dans ce genre de cas, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller voir un avocat avec le contrat que la, la personne qui vous offre de reprendre le fonds de commerce vous propose, et puis de vous assurer que c'est convenable. Et surtout, les éléments qui sont plutôt importants, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas de défauts qui sont cachés, que pas que vous repreniez les locaux, puis que d'un coup, en fait, vous vous rendez compte que tout, faut refaire toutes les canalisations, toute l'aération, etc. Donc c'est plutôt ce genre de choses-là. Mais malheureusement, je pense pas qu'il y ait de site où vous avez ce genre d'informations gratuites, vu que c'est vraiment au cas par cas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je veux créer une genre un chiffre d'affaires de moins de 100 000 francs, je sais pas pourquoi. Chômage. Alors, je vais juste reprendre cet élément-là. Il y a deux aspects quand vous êtes indépendant. Je vais juste reprendre. Il y a l'aspect registre du commerce et il y a aussi l'aspect caisse de compensation. Et quand vous allez, si un jour vous allez au chômage, le chômage vérifie le registre du commerce et auprès des caisses de compensation. Et si vous êtes inscrite en tant qu'indépendante auprès des caisses de compensation, là, vous n'avez non plus pas le droit au chômage. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez cette activité, vous n'êtes pas inscrite au registre du commerce, mais vous avez quand même une activité d'indépendante auprès des caisses de compensation. Il faut écrire aux caisses de compensation pour leur dire que vous arrêtez cette activité. Et donc, du coup, le jour où vous allez au chômage, effectivement, vous n'aurez plus d'activité euh, parce que vous aurez tout arrêté. Juste... Alors, en tant qu'indépendant pour les caisses de compensation, c'est obligatoire à partir du moment où vous avez 3 clients et 2300 francs de chiffre d'affaires parce que les caisses de compensation peuvent par la suite s'apercevoir que vous n'étiez pas inscrit en tant qu'indépendant et vous demander les cotisations de manière rétroactive. Maintenant, si vous avez une activité à 100% en tant qu'employé et que vous avez une activité d'indépendante à côté, le week-end ou bien les soirs, regardez avec les caisses de compensation et eux vous sauront vous dire exactement dans quel cas il faut que vous cotisiez en tant qu'indépendante alors que vous avez une activité d'employé. Donc n'hésitez pas à les appeler pour leur poser des questions. Alors, si vous n'avez pas 2300 francs de chiffre d'affaires par an, vous n'êtes pas considéré comme une indépendante. C'est vraiment à ce moment-là, vous avez une activité, je crois qu'ils appellent ça occupationnelle. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas d'obligation. Donc, s'il n'y a pas 2300 francs de chiffre d'affaires et pas 3 clients, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Est-il possible de concevoir son site web avant la création de l'entreprise? Alors, bien sûr, vous avez tout à fait le droit d'avoir un site internet avant de créer votre entreprise. Ça, il n'y a aucun souci. La seule chose, non, en fait, même si vous avez, imaginons que vous venez me voir en me disant, voilà, j'aimerais appeler mon nom, ma société Geneva Technologies, et puis en fait, comme on l'a dit, vous êtes par exemple à Honnay, puis je vous dis, c'est pas possible. Vous avez quand même le droit d'avoir votre site internet qui s'appelle Geneva Technologies, et ensuite, dans les informations, vous direz que Geneva Technologies, le site internet Geneva Technologies, est exploité par la société Honnay Technologies. Donc, vous avez vraiment le droit
Comme les restaurants, si vous voyez, souvent il y a des sociétés qui possèdent différents restaurants. Vous allez avoir la société, je sais pas, Alpha SA, qui a un restaurant qui s'appelle La Petite Italie, qui a un restaurant qui s'appelle Chinese Food, je sais pas trop quoi. Donc c'est possible d'avoir des, entre guillemets, des marques différentes, euh, différentes activités sous la même société. Ça, c'est tout à fait possible. Alors oui, c'est possible de protéger sa marque. Vous avez le droit de protéger votre marque en tant que personne physique qui a une marque protégée, ça c'est possible, ouais. Les frais sont de 550 francs pour l'Institut de protection de la propriété intellectuelle. Et puis, si vous passez par Startup, c'est 500 francs. Donc, ça vous fait 1050 francs en tout pour inscrire votre marque. Alors, pour protéger votre marque, c'est un paiement qui est valable pour 10 ans. La marque, elle est protégée pendant 10 ans pour trois catégories différentes. Donc, ça veut dire que vous pouvez protéger pour une marque pour, je sais pas, dans le secteur automobile, dans les vêtements et puis dans les technologies. C'est vraiment des distinctions différentes. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, alors, vous commencez déjà votre activité et à partir du moment où vous allez commencer à avoir 2300 francs de chiffre d'affaires, vous allez voir les caisses de compensation, vous vous inscrivez en tant qu'indépendant. Mais de toute façon, les caisses de compensation, pour les indépendants, ils demandent à ce que vous soyez déjà en train de avoir une activité d'indépendant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce, que vous n'êtes pas inscrit en tant qu'indépendante pour les caisses de compensation, mais vous devez déjà avoir une réelle activité indépendante. C'est assez particulier, euh, mais au final, vous pouvez très bien aujourd'hui ouvrir un site internet, commencer à vendre. Tant que vous le déclarez, tous les revenus que vous générez aux impôts, il n'y a aucun souci. À partir du moment où vous commencez à atteindre un certain montant, vous allez vous inscrire en tant qu'indépendante pour les caisses de compensation. Et dès que vous atteignez les 100 000 francs, vous allez vous inscrire au registre du commerce. Donc, c'est vraiment les différentes étapes en principe. Ok. Est-ce que Anne Rui, vous avez des questions? Est-ce que Laetitia, vous avez des questions? Marie, Mathieu, David, Antoine, des questions? Tout bon pour moi, parfait, parfait. Une fois que tout le monde m'a confirmé que c'est OK, euh, je peux vous laisser retourner à vos occupations. Oui, vous allez recevoir la présentation par email, vous aurez accès. Alors, je pense que vous êtes arrivé un peu plus tard, mais je l'avais expliqué tout au début, donc oui, vous aurez accès à la présentation PowerPoint. Euh, Kendall, encore des questions? À ce stade, non, vous n'avez pas besoin de nos services. Je ne vais pas vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin à ce stade, non, c'est bon.
Super, parfait. Alors, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Si à la fin on vous demande une note, n'hésitez pas. Ma direction appréciera. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Au revoir.